Dans la collectivité, je pense qu'on a une chance, c'est qu'on a commencé par instaurer une culture du risque. On n'a pas commencé par la cyber, il y avait d'autres risques, la sécheresse, les inondations. Mais effectivement, d'avoir mis en place cette culture du risque dans la collectivité, ça nous aide aujourd'hui. Et je pense que si on commence pas par ça, on aurait eu du mal en tout cas à développer le volet cyber dans la collectivité. J'ai posé la question à la dame qui fait payer les sites antiques à l'entrée et je lui dis mais est-ce que tu as un mode dégradé ? Elle me dit oui. Troisième tiroir en bas, elle avait des vieux tickets du trésor public et elle pouvait prendre la monnaie si le TPE marchait pas, si l'ordinateur... Mais c'est étonnant et elle les a depuis 15 ans dans son tiroir. Je vais peut-être un peu noircir le tableau, mais aujourd'hui la menace s'empire. On a des cas de petites collectivités, des EHPAD notamment, à des plus grandes collectivités, des mairies. Donc aujourd'hui tout le monde est concerné par ces menaces. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Tour de France de la cyber. Aujourd'hui, nous sommes sous le soleil du sud de la France, à La Farlède, dans le Var, et j'ai le plaisir de participer à une journée immersive organisée par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Une journée dédiée à la cybersécurité des collectivités, et cet événement illustre parfaitement ce dont nous allons parler dans cet épisode, la nécessité pour tous, que l'on soit une collectivité territoriale, une entreprise ou encore un particulier, de développer une culture cyber. J'ai la chance de rencontrer 3 acteurs qui portent ce sujet à des niveaux très différents. Et pour commencer, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Antoine Parmentier, responsable du CSIRT Urgence Cyber Région Sud. Bonjour Antoine. Bonjour Leslie. Alors Antoine, pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler le rôle et les missions du CSIRT ? Alors merci pour votre invitation, je suis ravi d'être parmi vous. Alors le CSIRT c'est un centre de réponse à incidents de premier niveau. Donc nous aussi, c'est une des missions du CSIRT. Donc on essaye aussi de structurer la réponse au sein de l'écosystème régional cyber, en région PACA notamment. Enfin c'est notre périmètre de travail. La cible, nous, c'est les TPE, les PME et les collectivités du coup. Donc j'en ai parlé, la réponse à incidents de premier niveau. Ça va consister à en récupérer les signalements, à qualifier une menace et ensuite derrière à, si besoin, apporter un accompagnement des bons réflexes jusqu'à la remédiation. On a aussi un rôle de prévention et de sensibilisation et ensuite on effectue aussi des parcours en montée de maturité cyber via des diagnostics notamment. Et donc les CSIRT, je rappelle juste qu'ils sont présents dans toutes les régions de France. Donc vous couvrez principalement la région sud. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors nous, on couvre les 6 départements de la région PACA à l'heure actuelle. Toujours au profit collectivités, TPE, PME, voire ETI pour les plus grandes structures. Et alors, qu'est-ce que vous observez sur cette partie du territoire du sud de la France ? Quel est l'état de la menace actuellement ? Alors aujourd'hui, je vais peut-être un peu noircir le tableau, mais aujourd'hui la situation s'empire. Donc on a toute une face visible des menaces aujourd'hui, les vols de données, les rançongiciels, ce genre de choses. Donc ça c'est la partie visible de l'iceberg, et on a aussi la partie invisible, avec notamment ce qu'on ne voit pas, qui pourrait cibler notamment nos structures. À l'heure actuelle, le CSIRT a travaillé en 2026 sur 85 incidents aujourd'hui. Si je peux vous faire un petit panorama, le top 3 de ces menaces, en premier, on a la compromission d'identifiants. Donc, c'est souvent des boîtes mail qui sont compromises pour derrière faire de l'usurpation d'identité notamment, ou de l'arnaque au faux virement. On a la menace phishing qui est aussi présente à hauteur de 40%. En numéro 2 et en numéro 3, tout ce qui est rançongiciel à l'heure actuelle, présent à hauteur de 20% de ce qu'on traite. Et quelles sont les structures les plus attaquées ? Est-ce que toutes les collectivités sont concernées ou est-ce que ce sont surtout les grandes structures qui sont visées ? Alors oui, tout le monde est concerné. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'être une cible pour être une victime. Donc aujourd'hui, tout le monde est concerné. On a des cas de petites collectivités, des EHPAD notamment, à des plus grandes collectivités, des mairies ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, tout le monde est concerné par ces menaces. Et quand une collectivité est victime d'une attaque, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que le CSIRT intervient ? Alors déjà, dans un premier temps, donc nous, on en récupère le signalement de la victime.
On va... Donc elle vous appelle, c'est ça? La victime vous appelle? Oui, elle nous appelle, la victime. On a un numéro d'appel notamment, le 0805 036 083. Donc ça, c'est notre numéro qui est gratuit. Donc c'est un service gratuit, je ne l'ai pas précisé, la réponse incident qu'on l'en fournit. Donc la victime nous appelle. Donc nous, ensuite, on va, dans un premier temps, essayer de qualifier l'incident, savoir sur quoi on est. On va effectuer des recommandations, notamment techniques à la victime, pour isoler des systèmes, par exemple. Et on va derrière essayer d'accompagner aussi pour tout ce qui est réglementation, donc la déclaration à la CNIL ou un dépôt de plainte, par exemple. Quelle est l'erreur la plus fréquente que vous observez dans les premières heures d'une crise du côté des victimes, surtout des collectivités? Alors l'erreur la plus fréquente que l'on voit aujourd'hui, c'est l'absence d'organisation et d'entraînement, si je puis dire, à la gestion de crise. Donc là, c'est un peu l'improvisation totale chez les victimes. Donc quand ça se passe, donc ils découvrent la situation, ils connaissent pas les interlocuteurs, donc on perd du temps, on perd de l'optimisation dans les process, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on voit en premier. Et la deuxième erreur que l'on voit aussi, c'est que parfois les collectivités ont tendance à sous-estimer le risque humain dans la gestion de crise cyber. Donc je pense notamment au burn-out ou ce genre de choses. Donc là, ça c'est un risque qui est parfois sous-estimé dans la gestion de crise cyber parce qu'on est sur un domaine très technique de base. Est-ce que les collectivités ont aujourd'hui le réflexe de vous appeler? Elles mettent combien de temps à vous signaler un incident? Alors le réflexe de nous appeler, oui. Elles mettent combien de temps? Tout dépend de la détection ou la remontée d'informations à partir de quand elle est intervenue. Mais c'est assez rapide. Aujourd'hui, on traite des incidents qui sont dans la journée. Quels sont les bons réflexes en cas de cyberattaque? Qu'est-ce que vous recommandez à une collectivité qui vous contacte? Les premiers gestes, c'est d'isoler les systèmes d'Internet. Ça va permettre d'éviter notamment à l'attaquant de récupérer des informations ou d'avoir toujours la main sur les systèmes compromis. Qu'est-ce qu'on appelle isoler? Est-ce que c'est débrancher tous les ordinateurs? Comment ça se passe? Alors c'est isoler physiquement, tout à fait. Ça peut être couper les accès Wi-Fi, ça peut être couper son accès vers son fournisseur d'accès Internet, par exemple. Donc ça, c'est le premier réflexe. On sensibilise aussi sur le fait de ne pas redémarrer les systèmes, parce que derrière, si la collectivité décide de judiciariser l'affaire, il va y avoir tout un process de collecte de preuves derrière. Donc le fait d'éteindre une machine, ça va altérer le système compromis, ça peut rendre plus difficile l'analyse et derrière l'expertise judiciaire. Parce qu'il y a une vraie enquête derrière qui a lieu par la suite. Tout à fait. Et ensuite, on préconise aussi de garder un peu son calme parce qu'une crise, c'est pas évident. Donc on accompagne, on amène aussi de l'humain sur une crise cyber. Donc on essaie de faire au mieux dans ce sens. Et alors comment est-ce qu'on crée des réflexes cyber justement chez des agents qui ne sont ni informaticiens ni spécialistes, puisqu'on pense toujours que la crise cyber c'est réservé aux services informatiques, alors que maintenant finalement c'est toute la collectivité qui est concernée à ce moment-là. Alors on crée des réflexes en s'entraînant, en effectuant des exercices de gestion de crise et des sensibilisations notamment, on essaie d'amener des cas concrets, des attaques qui peuvent arriver en fonction des menaces que l'on traite aujourd'hui au CSIRT. Donc on peut faire des scénarios dans ce sens-là qui sont cohérents avec la menace. Et donc vous organisez des sessions de sensibilisation avec les acteurs du territoire, c'est ça? Tout à fait. En amont, donc vous intervenez pas seulement pendant une crise au CSIRT? Non, en amont on peut faire de la sensibilisation et de la présentation d'ateliers techniques pour les risques contre l'ingénierie sociale ou les menaces autour des faux points d'accès Wi-Fi, ce genre de choses. Donc pourquoi c'est important de s'entraîner à une crise cyber aujourd'hui? Le fait de s'entraîner, ça va permettre d'avoir les bons réflexes, ça va permettre aussi de parler le même vocabulaire entre les techniciens et les non-techniciens, les gens de la communication notamment, ce genre de choses. Donc ça permet d'automatiser derrière les réponses et d'avoir les bons réflexes. Donc ça, c'est assez primordial dans ce sens-là. Il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui s'entraînent à subir une crise cyber. Alors de plus en plus, mais ça reste encore perfectible. Que répondez-vous à quelqu'un qui vous dit qu'il ne se sent pas concerné par le risque cyber aujourd'hui? Le fait de pas besoin d'être une cible pour être une victime. Aujourd'hui, on a des attaquants qui font de la reconnaissance de masse, qui vont essayer au maximum de viser le plus large public pour essayer de viser un maximum de personnes. Donc
On parlait des structures, des collectivités aussi, mais aujourd'hui, au-delà du type de structure visée et du secteur d'activité, c'est vraiment au sens très large, quoi. On a de tout, en fait, tout type de victimes. Donc, surtout ne pas sous-estimer, à mon sens, le risque. Et tout le monde est concerné, c'est vraiment le message à retenir. Justement, si vous aviez un dernier message aux DGS, aux maires, aux élus qui nous écoutent, une chose qu'ils devraient faire dès demain pour renforcer leur culture de la cybersécurité, qu'est-ce que ce serait ? Alors du coup, s'entraîner, sensibiliser, et aussi suivre l'actualité, parce qu'aujourd'hui, l'actualité, on en parle de plus en plus, beaucoup. Donc rien que le fait de suivre l'actualité dans ce domaine, ça va permettre d'éveiller un peu son sens critique et derrière de se dire potentiellement il faut mieux que je perde 1 heure en faisant un exercice ou une sensibilisation de gestion de crise que perdre 3 semaines derrière dans le traitement d'une vraie crise et ensuite dans la remédiation de l'incident. Eh ben, le message est passé. Merci beaucoup, Antoine Parmentier, donc responsable du CSIRT Urgence Cyber Région Sud, d'avoir partagé cet état des lieux de la menace cyber dans votre région, ainsi que les bonnes pratiques en cas de cyberattaque, notamment pour les collectivités. C'est parti pour une journée entière de sensibilisation des agents territoriaux à la cybersécurité. Merci beaucoup, Leslie. Avec plaisir. Pour poursuivre cet épisode, je vous emmène sur le terrain au cœur de la sécurité des systèmes d'information d'une collectivité territoriale et pas n'importe laquelle. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Lionel Pérez au micro du podcast. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors vous êtes DGS de la commune de Vaison-la-Romaine et vous êtes aussi l'auteur du livre intitulé Cyberattaque, assurer la continuité des services publics locaux. C'est assez rare qu'un DGS écrive un livre sur les cyberattaques et la continuité des services publics. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer ? La question de la cybersécurité, c'est réellement une découverte pour moi. Et j'ai eu un déclic lors d'une conférence d'un cybergendarme. Et quand je suis retourné dans ma collectivité, j'étais seul à mon bureau et je me suis dit, il faut qu'on s'empare de cette thématique. J'ai cherché dans la littérature qu'est-ce qui pouvait réellement nous appuyer dans la démarche. J'ai cherché quelle était la porte d'entrée pour convaincre mes collaborateurs. Et je me suis finalement convaincu que la seule et unique porte d'entrée, c'est la continuité d'activité. Aujourd'hui, les agents publics aiment leur métier, sont convaincus par leur mission de service public. Et ce qui peut arriver de pire dans leur activité, c'est que le service public ne puisse plus être rendu. Et donc, cette question de la continuité fait finalement sens. La cybersécurité n'étant qu'un outil, l'objectif, c'est d'assurer la continuité des services publics. Alors, à qui s'adresse votre livre ? Est-ce qu'il s'adresse plutôt aux spécialistes techniques des cyberattaques ou aux dirigeants ou aux agents, aux utilisateurs ? Alors, d'abord, il ne s'adresse pas aux techniciens, aux spécialistes qui connaissent parfaitement leur métier. Oui, eux, ils connaissent le sujet. Voilà, moi, je suis bien incapable de donner des conseils à des informaticiens qui sont formés et qui connaissent parfaitement leur activité. Par contre, il faut arriver à convaincre les dirigeants, les élus territoriaux, les dirigeants territoriaux, qui doivent considérer que la cybersécurité, ce n'est plus une question technique. Enfin, c'est une question technique, mais ce n'est plus une question uniquement de technicien, c'est une question de gouvernant. Et c'est pour ça que je parle de continuité d'activité, parce que qui est garant de la continuité d'activité ? C'est le dirigeant. Et donc, il doit être garant de l'activité de son service. Et aujourd'hui, les agents doivent être sensibilisés, mais en tant qu'utilisateurs, à des règles simples d'hygiène numérique. Mais tant que les dirigeants ne s'empareront pas du sujet et qu'ils continueront à dire « oui, parlez-moi de cybersécurité, mais allez rencontrer mon DSI, c'est lui qui va pouvoir vous confirmer qu'on est bien sécurisé ou qu'on a mis les budgets qui vont bien, etc. » il n'y aura pas de prise de conscience collective. Et c'est ce qui se passe pour vous aujourd'hui ? C'est ce qui se passe dans toutes les collectivités. Malheureusement, en fait, c'est peut-être un constat d'échec que je viens faire aujourd'hui, mais aujourd'hui, les collectivités ne s'emparent pas du risque cybersécurité et par ricochet du risque de continuité d'activité. Alors justement, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette continuité d'activité. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de continuité d'activité d'un service public local et nous dire ce qui change avant et après la mise en place d'un PCA ? Ça pourrait peut-être permettre d'éveiller les consciences. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Je me suis posé la question pour savoir comment j'allais arriver à convaincre mes cadres d'entrer dans cette démarche, parce que c'est pas parce qu'on est convaincu que derrière les collaborateurs vont suivre. Et je me suis dit finalement dans mes équipes,
quel était le service qui pouvait être le plus en réticence. Et un petit peu par hasard, je croise mon responsable du service état civil, donc responsable du funéraire, et je lui dis, voilà, demain, ton ordinateur ne s'allume plus, ou lundi matin, ton ordinateur ne s'allume plus. Comment tu réponds à la famille qui vient acheter un caveau pour enterrer la grand-mère qui est décédée dans le week-end? Et là, il me regarde, il me dit, sans l'ordinateur? Je dis oui, sans l'ordinateur, puisqu'il ne s'allume plus. Et il me dit, excusez-moi l'expression, je suis dans la merde. Et donc, à partir de là, je lui dis, bon, alors, ok, tu es dans cette situation, mais qu'est-ce que tu ferais si tu sais que lundi prochain, ton ordinateur ne s'allumera pas? Donc, on peut s'y préparer. Et il me dit, ben, c'est simple, j'imprime le plan d'occupation du cimetière, comme ça je sais qu'est-ce qui est libre. Donc déjà un élément de réponse. Et je lui dis, mais ça y est, tu as créé le plan de continuité d'activité de ton service. Oui, tout à fait. Et là, il me regarde et il me dit, ah mais c'est aussi simple que ça. Mais je dis, mais on n'a pas parlé informatique, on n'a pas parlé cybersécurité, on n'a parlé juste continuité d'activité. Ouais, c'est les acronymes qui font peur en fait. En fait, il faut partir d'éléments très factuels. Et alors, ce qui m'a le plus étonné, c'est de me rendre compte que chaque acteur connaît finalement parfaitement son métier et est en capacité de trouver quels sont les modes dégradés qui vont pouvoir continuer d'assurer le service public, probablement dégradé, potentiellement avec un délai, c'est moins bien que quand l'informatique fonctionne, mais en tout cas, ils sont capables de trouver le mode de fonctionnement adéquat. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit, ben, là, on est en train de créer ton plan de continuité d'activité. Et dans la semaine qui a suivi, on a fait une réunion chef de service et je l'ai laissé s'exprimer et il a expliqué avec ses mots qu'est-ce qu'était un mode dégradé en cas de panne de l'outil informatique. Voilà, c'était votre ambassadeur. Voilà, en fait, c'était presque un de mes collaborateurs les plus réticents du monde informatique. Parce que voilà, dès qu'on lui parle de logiciel, il commence à être en panique. Et on en a tous des collaborateurs qui ont cette difficulté avec l'outil et qui est devenu l'ambassadeur. Donc voilà, ce qui s'est passé avant et après, c'est ça. C'est une espèce de prise de conscience que la question n'est pas technique, elle n'est pas numérique. On n'a même pas parlé d'antivirus, on n'a pas parlé de pare-feu, on n'a pas parlé d'hygiène numérique, on a juste parlé de qu'est-ce qu'on fait si ça s'allume pas lundi matin, quoi. Ouais, finalement, d'imprimer quelques feuilles, ça peut changer la donne. Et ce schéma-là, on peut le reproduire dans tous les services. Ouais. Quel est le mode dégradé qui peut être mis en place, quoi. Et si vous deviez résumer la méthode en quelques mots, comment une collectivité peut-elle s'y prendre pour se préparer? Par où on commence? Un spécialiste vous dirait il faut cartographier les risques, il faut faire un audit, etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est-à-dire que ça c'est une thématique technique. Par contre, dans l'organisation de la collectivité, il faut la prise de conscience du dirigeant qui dise bon allez, je vais embarquer mes équipes et je vais leur expliquer pourquoi il faut assurer cette continuité. Et une fois que la prise de conscience du dirigeant a été mise en œuvre, il faut que chaque responsable d'une activité se dise est-ce que je suis dépendant ou pas du système d'information de la collectivité. Si je suis pas dépendant, pas de souci. Si je suis dépendant et qu'il ne fonctionne pas, comment je m'organise? J'ai eu des situations étonnantes. Par exemple, à Vaison-la-Romaine, on a des sites antiques et j'ai posé la question à la dame qui fait payer les sites antiques à l'entrée et je lui dis mais est-ce que tu as un mode dégradé? Elle me dit oui. 3e tiroir en bas, elle avait des vieux tickets du Trésor public où elle pouvait rendre la monnaie si le TPE marchait pas, si l'ordinateur... Mais c'est étonnant. Et elle les a depuis 15 ans dans son tiroir. Donc un PCA, un plan de continuité d'activité, c'est pas un document qui fait 150 pages dans lequel on décrit des processus compliqués. Non, pas du tout. Au contraire, on décrit l'existant qui parfois a été mis en place par des générations d'agents précédents qui sont toujours là. Et le fait de les mettre dans un plan et de les formaliser, ça permet, lorsqu'il y aura du remplacement d'agents ou des nouvelles équipes, de prendre en compte le mode dégradé et à l'instant T, aujourd'hui. Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est que ça retire une forme de stress qui est latent, où les gens se disent, le jour où le terminal de paiement ne fonctionne plus, je fais quoi? Et il y a une forme de panique quelque part. Et la question, dès que vous mettez un agent dans une situation où il utilise un outil, il dit, oui, mais si l'outil répond pas, qu'est-ce que je fais? Qui j'appelle? Est-ce qu'il y a un numéro d'astreinte? Si c'est un jour férié? Alors que là, finalement, on le sécurise par un mode dégradé. Voilà. Donc finalement, on revient à l'ère d'avant l'informatique. C'est assez rassurant de retourner à ces méthodes-là. En fait, on a les deux. C'est-à-dire que quand tout va bien et que c'est un monde parfait, c'est l'outil informatique
qui va faire des paiements en ligne, des totaux en fin de journée, voilà. Donc ça, c'est le mode le plus agréable de fonctionnement. Mais le jour où ça ne fonctionne pas, on bascule sur le mode dégradé. Donc le plan de continuité d'activité, c'est réellement ça. C'est j'analyse les missions de mon service, j'analyse les actions de mes services. En face de chaque action, je vérifie s'il y a un moyen informatique ou pas. Et s'il y a un moyen informatique, qu'est-ce que je prépare aujourd'hui en cas de panne ? C'est ça la technique. Et pas besoin d'être expert en cybersécurité pour mettre en place ce type de PCA. On n'a utilisé aucun terme technique là. Tout à fait. Et c'est ce que vous avez mis en place dans votre collectivité, donc ça marche bien. Exactement. Ouais. Et le livre que j'ai écrit, c'est réellement le retour d'expérience. D'accord. Les consoeurs et confrères ont su, parce qu'on en discute, je suis au syndicat des DGS, on se retrouve régulièrement, et quand ils ont su que j'avais mis ça en place, ils m'ont dit « écris-nous la méthode ». Donc j'ai commencé à donner des modèles de tableurs, de documents, etc. Et chemin faisant, je me suis dit je vais écrire le livre que j'aurais aimé trouver le jour où j'ai eu ce fameux déclic, et de me dire voilà comment on s'y prend. Merci beaucoup Lionel pour ce précieux retour d'expérience. Je précise que le lien vers votre livre Cyberattaque, assurer la continuité des services publics locaux, paru aux éditions territoriales, est en description de cet épisode. Merci à vous. Avec plaisir. Pour conclure cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Lilian Cardona, DGS de la commune La Farlède, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Bonjour Lilian. Bonjour. C'est donc votre commune qui accueille aujourd'hui cette journée immersive sur la cybersécurité. Pourquoi était-ce important pour vous de vous impliquer dans un tel événement ? C'était presque une évidence. Effectivement, le risque cyber est un enjeu de société, un enjeu de responsabilité même. Et La Farlède, qui questionne depuis maintenant plusieurs années ses vulnérabilités, ses fragilités, logiquement s'est orienté sur le risque cyber, a mis en place certains éléments, et c'était important effectivement de partager, et effectivement co-organiser, recevoir cette journée, c'était une façon d'affirmer qu'on subit pas le risque, qu'on s'y prépare et qu'on essaie peut-être d'en faire un levier d'optimisation de notre organisation. Alors justement, en tant que DGS, qu'est-ce que vous espérez que vos agents retiennent de cette journée ? Déjà une prise de conscience que chacun à son niveau est un petit maillon de la sécurité, parce que sur le risque cyber, on est tous concernés et ça se développe de plus en plus. Peut-être aussi des réflexes simples, parce qu'effectivement, se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, avec questionner le mail, questionner la clé USB qu'on nous remet, c'est des éléments qui sont importants, qui paraissent des fois logiques, mais quand on le sait pas, on le fait pas forcément. Et puis aussi peut-être un état d'esprit, sortir de cette logique que le risque cyber est une approche technique très compliquée, ce qui est le cas quand on n'est pas technicien de la matière, mais c'est aussi et surtout finalement une logique organisationnelle et managériale qu'il faut qu'on mette en place, et c'est avec ça qu'on donne du sens et qu'on crée le collectif autour de ces sujets. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez, vous, en matière de cybersécurité au quotidien à La Farlède ? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est la problématique des moyens, avec une menace qui est de plus en plus importante, qui nécessite des adaptations logicielles et matérielles de plus en plus fortes. Et puis, à côté de ça, des moyens qui sont de plus en plus limités, comme dans toutes les collectivités. Donc, on a un effet de ciseau qu'on constate, et donc ça nécessite des arbitrages qui sont pas faciles à faire, parce que les besoins sont multiples. Le deuxième, c'est peut-être la diversité des profils à sensibiliser. On a aujourd'hui 250 métiers avec autant de profils différents. Et donc effectivement, comment sensibiliser et comment approcher l'ensemble de ces publics de façon uniforme, parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, on est tous concernés par ce risque. C'est un vrai défi. Et puis le dernier, finalement, c'est peut-être de sortir, je le disais tout à l'heure, mais de cette logique technique. Dès qu'on parle de cyber, on se dit c'est impossible, c'est compliqué, on va pas y arriver, c'est pas pour moi. C'est un mot qui fait peur. Voilà. Mais en fait, non, c'est ni plus ni moins que ce qui concerne notre organisation, nos dispositifs de transformation et de services qu'on rend à la population. Donc ça nous concerne tous et il faut forcément créer du collectif sur ces sujets. Moi, je le vois. Alors, il y a des défis, oui, je les prends avec humilité. Mais par contre avec confiance, parce qu'on a des élus qui sont aujourd'hui présents, et le fait qu'on accueille cette journée en est une démonstration. On a un comité de direction qui a acté que c'était des sujets importants, et on a un service qui est dirigé par Aurélie Gontier, qui a organisé cette journée avec le CNFPT, qui est très présent sur ces sujets, qui a une approche systémique de la question, tant dans l'approche dans les services qu'on rend à la population, aux services, dans l'approche de sécurité, oui, et aussi dans l'approche accompagnement. Et donc c'est vrai que d'avoir ce triptyque-là et d'avoir des personnes compétentes et fortement compétentes, on a de la chance de les avoir, ça nous aide profondément sur ces sujets. Comment expliquez-vous le risque cyber à des agents justement qui ne sont pas informaticiens ? Et je rappelle que vous aussi, vous êtes DGS, donc directeur général des services, mais c'est vous qui prenez en main les sujets cyber. Alors effectivement, je le fais pas seul, je disais, je m'appuie sur des services qui sont compétents. Après, effectivement,
j'y comprends pas grand-chose. J'ai juste essayé de saisir l'enjeu organisationnel de la question. Après, moi, je dis aux équipes, aux collègues, ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, le fait qu'on laisse pas la mairie ouverte le week-end. Finalement, le mail, la clé USB, c'est des portes d'entrée. Donc, il faut qu'on y prenne attention. Après, dans la collectivité, je pense qu'on a une chance, c'est qu'on a commencé par instaurer ou à inculquer une culture du risque. On n'a pas commencé par la cyber, il y avait d'autres risques, la sécheresse, les inondations. Mais effectivement, d'avoir mis en place, installé cette culture du risque dans la collectivité, ça nous aide aujourd'hui. Et je pense que si on commence pas par ça, on aurait eu du mal en tout cas à développer le volet cyber dans la collectivité. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour expliquer le risque cyber à vos agents ? On fait des exercices de crise, comme on l'a fait un petit peu ce matin avec le Wargame, on fait de la sensibilisation, de la formation, on a commencé par des audits aussi, parce qu'effectivement d'avoir un regard extérieur c'est important et intéressant. Donc on a l'ensemble de ces outils qu'on met en place, et effectivement le fait d'être crédible et le fait que ça soit porté par la direction, accompagné par les élus, ça permet de sensibiliser tout le monde. Alors justement, je voudrais revenir sur le Wargame qui est organisé ce matin lors de notre événement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un Wargame ? Alors le Wargame, c'est ni plus ni moins qu'une simulation, un exercice de crise où effectivement il y a un scénario qui est mis en place et que les stagiaires vont vivre. C'est pour c'est très analogue à l'exercice Rempart que l'ANSSI a organisé. Les collègues ont pu y prendre part collectivement l'année dernière. Et c'est vrai que cet exercice de crise est important parce qu'il vient questionner notre posture collective, notre organisation, et effectivement il faut qu'on arrive à la faire bouger, il faut rester en mouvement. Mais ça vient aussi, et c'est ça qui est intéressant, questionner nos postures individuelles. Et c'est pour ça que dans l'organisation de la journée, il y a une conférence cet après-midi sur l'impact et l'importance des biais cognitifs dans la prise de décision. Parce que si on se change pas soi-même, on changera pas l'organisation. Et les deux sont liés, donc c'est important. Et effectivement, ces exercices de crise sont importants et nous permettent de mettre en exergue ces sujets-là. Donc, ce sont des bonnes méthodes de sensibilisation des agents. C'est, je pense, la principale, oui. Ok. Qu'en est-il des élus et des maires ? Sont-ils suffisamment sensibilisés aux risques cyber selon vous ? Alors les maires, je ne me positionnerai pas, je vais parler de la Farled, mais on a la chance à la Farled d'avoir un maire qui a compris les enjeux et qui a envie de s'en emparer. Globalement, sur la question du risque, je parlais de culture de risque tout à l'heure, c'est important. On a aujourd'hui, malgré tout, des faits qui ont été mis en place. On a dans notre DICRIM intégré le risque cyber, on l'a intégré aussi dans notre plan communal de sauvegarde. Donc on a une organisation qui sait que le risque cyber existe et qui a tenté de poser une organisation dans la résolution des problématiques. On a aussi dans notre PPSI des choses qui ont été installées, qu'on a commencé à travailler et que les élus ont commencé à voir. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Après, il faut rester humble et surtout rester en mouvement parce que la menace, on le disait tout à l'heure, évolue fortement. Donc, il faut qu'on soit capable de bouger rapidement. Donc, de la formation pour les élus, c'est quelque chose qu'on envisage, qui a déjà été réalisé aussi. Donc, tout ça, il faut qu'on poursuive et qu'on reste dynamique. Eh bien, le message est passé, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Lilian Cardona, d'avoir accepté de porter ces messages au micro du podcast. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode Tour de France de la cyber qui a fait étape dans la commune de La Farled dans le Var, à côté de Toulon. Cette journée immersive nous rappelle avec force que le risque cyber n'est ni l'affaire exclusive des informaticiens, ni le problème des seules grandes métropoles. Merci aux équipes du CNFPT ainsi qu'aux équipes de La Farled pour l'organisation et pour l'accueil. À très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.